L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Arrivé comme magasinier en 1991 et après avoir occupé de nombreuses fonctions au sein de l'organisation, il prend la direction de l'entreprise en 2010. Basée à Sées en Normandie, la société est spécialisée en carrosserie industrielle et équipements forestiers pour poids lourds et véhicules utilitaires. Gilles Lemarchand, président de Cornu, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Gilles Lemarchand. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Gilles Lemarchand, vous intégrez cette entreprise familiale, Cornu, en 1991. Pendant 9 ans, vous occupez d'ailleurs tous les postes de magasinier, c'est comme ça que vous commencez, Oui, c'est ça. à chef d'atelier. Et en 2011, vous en prenez la direction. Entre nous, c'était un projet qui était mûrement réfléchi ou c'est arrivé vraiment comme une opportunité que vous avez saisie, hein? Alors, c'est une opportunité qui a été saisie. Moi, je suis d'origine agricole. Mes parents sont agriculteurs, mon frère, ma sœur aussi. Donc, avaient tous eu la volonté de se mettre à leur compte et de créer quelque chose. Et moi, j'étais parti comme le vilain petit canard, entre guillemets, plutôt sur la carrière d'entretien, de mécanique d'entretien. Et donc, il s'est avéré que j'ai à intégrer une société où il y avait des besoins. Et cette société, le dirigeant en était propriétaire depuis déjà un certain nombre d'années et a souhaité céder son activité. Donc la possibilité de recréer une société s'est faite à ce moment-là. Il y avait d'autres candidats en face de vous, c'est vous qui il y a eu plusieurs possibilités qui n'ont pas abouti, mais le propriétaire a souhaité revenir vers moi à cette époque-là, puisque j'avais occupé toutes les fonctions jusqu'à bras droit et bras gauche. Lorsque vous rachetez justement l'entreprise en 2011, vous n'étiez pas forcément prédestiné à devenir patron ou dirigeant. Comment est-ce qu'on se prépare, peut-être d'abord psychologiquement ? Psychologiquement, lors de la préparation de la reprise, on n'y pense pas. On prépare le dossier, on avance le dossier, on prépare l'aspect financier avec les financeurs. Qui vous ont accompagné d'ailleurs ? Qui nous ont très bien accompagné, les financeurs historiques de l'entreprise nous ont suivis. Et donc ça s'est très très bien passé de ce côté-là. Mais on ne pense pas au jour d'après. Le soir de la signature, c'est là qu'on commence à se dire on passe de l'autre côté du miroir et là, ça va être tout autre chose. Avec des doutes ou pas ? Vous êtes dit, j'ai peut-être fait une bêtise en signant Oui, le doute s'est installé dès la signature. Bon, après, ça s'est estompé, mais on s'est demandé ce qu'on faisait là vraiment, enfin, en ce qui me concerne, en tous les cas. La question s'est posée, s'est estompée assez rapidement, mais bon, c'est quand même un passage de devenir collègue de travail à responsable des autres, c'est quand même un petit peu différent. Techniquement, vous étiez prêt. Alors, c'est-à-dire que c'est intéressant aussi de rappeler que la situation financière était pas très très bonne au moment où vous reprenez l'entreprise. Je pense que c'était très compliqué pour la société. Moi, je m'y étais investi depuis un certain nombre d'années avec bonheur. Donc vous connaissiez, vous saviez ce qui était en train de se passer. Oui, je savais dans quelle situation était la société. Probablement, on n'aurait pas été très très loin. Et je cherchais à valoriser un peu ce que toute l'équipe en place avait fait, et moi le premier. Et donc, on a essayé moi j'avais à cœur de faire perdurer tout ça et de développer l'entreprise. Au-delà de votre justement engagement, de votre détermination, qu'est-ce qui a convaincu les financeurs ? C'est notamment une clientèle diversifiée, solide, fidèle, un carnet de commandes déjà engagé ? Alors, il y a plusieurs choses. Bon, le fait que moi j'avais franchi toutes les étapes de l'entreprise, donc je la connaissais par cœur, on ne la connaît jamais totalement, mais... Donc légitime en tant que futur dirigeant, quoi. J'étais plutôt légitime à reprendre l'activité, et puis j'avais pu avoir la confiance de certains acteurs principaux, des acteurs nationaux qui nous ont fait confiance au moment de la reprise et qui nous ont engagé des commandes relativement substantielles, et qui ont aussi permis de perdurer derrière et de développer encore l'entreprise. On a des groupes nationaux qui ont bien joué le jeu. Vous l'avez un petit peu évoqué, notamment dans la relation avec vos collaborateurs et collaboratrices à l'époque. Comment est-ce qu'on vit ce changement justement de collègue à dirigeant, à manager du jour au lendemain quasiment ?
Oui, c'est vraiment du jour au lendemain, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué à vivre parce on n'est plus au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a des choses que l'on ne vit plus, il y a des choses qu'on ne nous dit plus, qui concernent la vie de l'entreprise au jour le jour. Et puis il y a aussi une autre facette, c'est qu'en étant impliqué totalement comme salarié, on a une certaine difficulté à déléguer le travail aux personnes avec lesquelles on est toute la journée. Et c'est un métier qui est difficile à apprendre. En ce qui me concerne, ça a été un petit peu difficile, mais ça s'est fait au fil du temps. Quelle relation d'ailleurs, quel type de manager vous êtes? Proche du terrain? Vous allez serrer des mains le matin avant de commencer la journée? Enfin, est-ce que vous êtes resté proche des ateliers, si je puis dire? Je suis resté très proche et je souhaite encore le rester. D'ailleurs, je dis assez régulièrement que le jour où je vais prendre la grosse tête, il faut me le dire, ça ne correspond pas à mon personnage. Mais moi, je viens de l'atelier, hein, je suis un technicien à la base, et donc je ne souhaite pas perdre cette vue avec le terrain. Le Covid nous a beaucoup embêtés sur ce sujet-là, mais moi, je tiens absolument à garder le petit bonjour du matin, comment ça va, savoir un peu ce qui se passe au niveau des collaborateurs. Et pour moi, j'y tiens, garder cette relation avec la clientèle et le terrain. Alors, je voudrais qu'on parle de vos résultats aussi, de cette croissance. Hein. Depuis votre arrivée, vous avez doublé votre chiffre d'affaires, en tout cas en 6 ans, quasiment triplé votre nombre de collaborateurs en 10. C'est votre politique volontaire d'investissement qui explique ces bons résultats? Comment c'est quoi la recette? Je suis parti d'une société qui était plutôt vieillissante. Hein, et qui avait besoin d'un énorme coup de fouet. On avait des compétences, on avait un savoir-faire qui n'était pas réellement mis en valeur. Quand j'ai repris l'activité, je n'ai pas souhaité prendre les locaux. Je voulais absolument passer sur quelque chose qui soit un peu au goût du jour. On a réussi à faire financer, encore une fois par nos financeurs habituels, la construction d'un bâtiment totalement neuf à 10 km de l'endroit où on était et qui a agi comme un aspirateur, aussi bien au niveau du personnel que de la clientèle, et qui nous a permis de nous développer sur les métiers sur lesquels on était positionnés. 2016, hein, ça c'est ce changement, 2016, ce déménagement l'entrée versé. Effectivement, c'est un sujet stratégique là pour le développement. C'était inévitable. On ne pouvait pas continuer à travailler dans les conditions où on en était. On a amélioré les conditions de réception de la clientèle avec une qualité de production qui était sans commune mesure avec ce qu'on faisait auparavant. On a donné une confiance à nos clients en ayant un outil de travail au goût du jour, et ça, c'était primordial. On a parlé évidemment des enjeux, un petit peu des enjeux managériaux, en tout cas de vos premiers instants de dirigeants, de vos relations avec vos collaborateurs. Moderniser son entreprise, Gilles Lemarchand, ça passe aussi par une embauche forte, parce que je l'ai dit, hein, vous avez recruté vos collaborateurs, vous avez continué de recruter les talents. À quoi vous êtes attentif quand vous accueillez les gens dans votre entreprise? C'est quoi les critères de sélection pour vous rejoindre? Au-delà des compétences professionnelles, il y a surtout la volonté et l'envie de travailler, de découvrir. Moi, j'ai pas une formation de base très élevée. Hein. J'ai de malheureux CAP. Hein, c'est ça. Bon. Donc, et j'ai aucune honte avec ça, mais il a fallu faire une ascension professionnelle un peu plus longue. Et moi, ce qui m'intéresse dans les gens que je reçois et que j'embauche, c'est des gens qui ont la volonté de découvrir, la volonté de mettre les doigts dans la prise, entre guillemets, et vraiment de travailler et de se donner. Peu importe si le niveau professionnel n'est pas élevé, c'est pas ça qui compte à mes yeux. Vous ne regardez pas le diplôme, la formation, vous ne regardez même pas d'ailleurs la pratique ou l'expérience, c'est l'envie, la détermination. Alors, ça fait partie, c'est un tout. Mais à niveau identique, si j'ai une personne que je sens plus investie et qui a envie de faire les choses, probablement le poste sera pour elle. Bon, comment est-ce qu'on garde les talents aujourd'hui, justement, chez vous? Comment est-ce que vous arrivez à fidéliser les gens que vous avez accueillis, dans lesquels vous avez investi, si je puis dire? Alors, on essaye de les intéresser d'abord financièrement, mais on est dans un bassin d'emploi qui n'est pas très porteur, donc il faut absolument améliorer leurs conditions de travail. On est sur des choses qui sont à valoriser, l'image de l'entreprise, les valoriser en tant qu'acteur d'un produit vraiment très spécifique, ça c'est important. On a aussi mis dernièrement en place un CE externalisé, ce qu'on n'avait pas, qui n'est pas forcément... Hein. Oui, tout à fait, et qui n'est pas forcément très récurrent dans les entreprises de notre taille, mais ça me permet de pouvoir de nouveau recevoir des CV aujourd'hui, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs années.
Il y a encore un déficit d'image, ou en tout cas un sujet de marketing ou de communication autour de ces métiers qui sont encore dévalorisés, où il y a encore l'image d'une certaine forme de pénibilité. Alors, on subit encore ça. les gens sont encore dans l'image de la chaudronnerie, la soudure, des métiers que nous, on a pu développer, ou qu'on peut utiliser. C'est le grouillot qui est plein de graisse, qui a les mains toutes noires, les ongles complètement rongés. On n'en est plus là du tout. On utilise, nous, des techniques des plus avancées. On a des véhicules qui sont tous dotés d'électronique embarquée. On a des réseaux CAN-bus dans toute la connectique. On utilise des ingénieurs, on utilise des informaticiens, on utilise des techniciens diplômés et reconnus. Le métier n'est pas suffisamment valorisé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un technicien chez nous va très très bien gagner sa vie, mieux, j'entendais des comparatifs dernièrement, mieux qu'un avocat en début de carrière. Donc le problème du salaire chez nous n'est plus un problème, c'est surtout l'image que véhiculait notre métier. Bon, vous êtes traversé aujourd'hui par de nombreuses crises conjoncturelles, on ne va pas forcément revenir dessus dans le détail, mais comment est-ce qu'on arrive à se projeter aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore avoir, en tant que dirigeant, et comme vous, une vision à 3 ans ou à 5 ans pour son entreprise? Heureusement, parce que sinon on ne fait plus rien. Mais aujourd'hui, on vient de réinvestir sur des nouvelles activités. On a mis en place un projet de développement sur une activité annexe à la nôtre, autour de la peinture et de la préparation. Si je ne croyais pas en l'avenir, ça, je ne l'aurais pas fait. C'est des métiers qui sont demandeurs, où on ne trouve plus de solutions techniques et il faut absolument engager. Alors oui, aujourd'hui, on subit des hausses successives, mais il y a quand même des besoins et les métiers pour lesquels on travaille sont quand même demandeurs. Vous n'avez pas quand même l'impression parfois de devoir travailler, prendre des décisions dans l'urgence? Et ça n'est pas bon pour évidemment le développement de votre entreprise. C'est toujours vrai. L'urgence n'est jamais bonne conseillère. La seule chose, c'est qu'on structure l'entreprise de telle manière qu'on puisse prendre un peu de recul. Et en ce qui me concerne, moi j'ai mis une certaine hiérarchie entre moi et la production, pas pour m'éloigner, mais pour pouvoir prendre du temps nécessaire à bien comprendre notre métier. Et le recul nécessaire évidemment pour prendre les bonnes décisions. Peut-être pour terminer cette relation justement avec ce territoire, on est dans l'Orne, c'est un territoire que vous connaissez bien. Oui. Quelle relation vous entretenez avec ce territoire? Est-ce que cette notion d'ancrage, elle est importante pour vous? Elle est très importante pour moi, parce que moi je suis issu du département de l'Orne, donc je suis plutôt d'une autre partie du département situé pas très loin du Calvados, mais moi le département de l'Orne, ça a toujours été la région de cœur, et donc je ne me vois pas aller faire autre chose ailleurs. Donc, voilà. Même si le bassin d'emploi, et on sait c'est que très parfois, compliqué, mais par contre, quand on a réussi à obtenir les choses, les gens nous le rendent bien. Et il y a quand même un retour sur investissement qui est quand même très bon à ce niveau-là. Merci beaucoup Gilles Lemarchand. Je rappelle évidemment que vous êtes le dirigeant de Cornu et vous étiez l'invité business. Merci beaucoup. Merci à vous. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.